Bonjour. 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 Oui. Ça va, ça حد ما مش قاعد نحاول وين هو هذا ها ديال partager l'écran. Mais allô? Bonjour. 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 Est-ce que vous m'entendez? Oui, Depuis tout à l'heure ou maintenant? Maintenant, bah, Ah, très bien, très bien. Donc, on peut commencer le cours. oui, Ah, très bien. Merci beaucoup. de rien. Encore une deuxième fois, je vous remercie pour cette conférence. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble donc les l'empélon vatérien. L'empélon vatérien, où on appelle donc le tumeur, peut-être tumeur odienne ou tumeur périampulaire. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous entendez, d'accord. Rapidement, je vous soumets le plan. De la conférence. On va parler, donc, on va définir un petit peu la région, définir ce que c'est donc les tumeurs au l'empélon vatérien. Alors, il faut savoir que les tumeurs au l'empélon vatérien, ça se définit, c'est des tumeurs qui sont bénignes ou malignes. C'est toutes les tumeurs malignes, ou bénignes, qui se situent au niveau du conflit biliopancréatique, pancréatico-duodénal. C'est à ce niveau-là. On les appelle empélons vatériens. C'est des tumeurs qui sont bénignes ou malignes. Ça ne veut pas dire empélon, ça ne signifie pas tumeur maligne. Voilà. Anatomiquement, c'est une tumeur délimitée par le sphincter d'Odé. Si vous comptez voir un petit peu, vous connaissez votre anatomie. C'est une zone de portion sphinctérisée, commune entre le cholédoque terminal et le canal de Wirsung. Parfois, le canal de Wirsung et le cholédoque se terminent par un canal commun, d'accord, un canal commun, donc biliopancréatique, qui se verse dans la portion interne, donc de la face interne de D2. Donc, D2, donc qu'on les appelle empélons vatériens. Donc, c'est des tumeurs vatériennes ou des tumeurs périampulaires, si vous voulez, c'est des tumeurs odiennes qu'on les appelle. Alors, ce sont des tumeurs généralement, donc qui sont, j'ai dit qu'ils étaient peut-être malignes ou bénignes, mais généralement, ils sont malignes, dans 95% des cas. Et ce sont des adénocarcinomes. Donc ils se développent à partir de l'épithélium glandulaire. Et ils occupent, bien sûr, la troisième place, bien sûr, parmi les cancers de la voie biliaire extra-hépatiques. Après les cancers de la voie biliaire principale et les cancers de la voie biliaire accessoire. Essentiellement, ils sont expressifs, donc potentiellement expressifs. Ils peuvent se voir dans plusieurs contextes, mais généralement sont expressifs ils sont symptomatiques. Et donc le symptôme le plus fidèle, donc c'est silictaire. C'est une compression biliaire, une compression plutôt, donc il y a une obstruction sur ce carrefour biliaire biliopancréatique. On savait que la bile, elle vient de la bile, du foie, versée dans la langue, qui participe à la digestion, qui passe donc par l'intermédiaire de ce carrefour biliopancréatique. Quand il est obstrué, donc, il y a une rétention biliaire qui va s'exprimer cliniquement par un ictère de type rétentionnel. La caractéristique de cette tumeur, donc, c'est des tumeurs qui sont d'évolution très très lente, qui évoluent à bas bruit. Généralement, quand on dit découverte, sont symptomatiques, ils sont pratiquement à un stade avancé.
Et ou un petit peu, l'Ixira, donc ici le traitement n'est que chirurgical. Il n'y a pas de traitement, donc le traitement radical, il est chirurgical et il est souvent possible. Et on remarque par rapport aux cancers, des autres cancers de la voie biliaire principale, donc ceux des pancréas, de la voie biliaire principale, ils sont de meilleurs pronostics. Ces tumeurs-là sont du meilleur pronostic que les tumeurs de la voie biliaire principale et donc du cancer de pancréas. Et souvent, le diagnostic, il est pas facile. Et donc, il faut signaler l'importance de donc, l'écho-endoscopie qui a un apport non indéniable dans le diagnostic, surtout dans le diagnostic et dans le bilan d'extension de cette tumeur-là. Anatomiquement, donc, vous voyez un petit rappel anatomique. C'est une région constituée par la terminaison, j'ai dit, intraduodénale, commune, ou parfois commune, parfois elle peut être séparée par un diaphragme, donc du carrefour biliaire et pancréatique, qui se verse dans donc, le D2, donc par l'intermédiaire de la papille. Il y a là un sphincter qui s'appelle le sphincter d'Oddi. Ce sphincter lui-même, donc n'est pas biliopancréatique, donc il peut avoir une partie intramurale, ou comme elle peut être donc une partie donc de 5 cm qui est extraluminale. Donc la papille aussi, donc la papille qui est une partie, donc c'est la terminaison par laquelle se termine cette ampoule, d'accord, dans la partie interne de D2, donc la bord interne de D2, et qui correspond bien sûr à une petite dilatation saculaire, renformant ce qu'on appelle donc un renflement situé au niveau de D2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et essentiellement, la vascularisation, c'est comme le pancréas, donc elle est assurée par un double cercle biliopancréatico-duodénal, d'accord, et issu essentiellement de transiliaire, encore, et de l'artère mésentérique supérieure, formant bien sûr deux artères anastomotiques, pancréatico-duodénale, postéro-supérieure ou antéro-supérieure. Donc, la vascularisation veineuse, elle est calquée bien sûr souvent sur la vascularisation artérielle. 4 chaînes lymphatiques, bien sûr, forment un petit peu donc, le drainage lymphatique de cette région, qui est essentiellement latéropancréatique, latéro-aortique, mésentérique supérieur, hépatique, splénique et pancréatico-duodénal. Vous voyez un petit peu un schéma donc, de cette région. D'accord. On voit un petit peu le carrefour. Donc, on voit un petit peu. Donc, ça les deux convergences. Donc, pour former la convergence principale. Donc, quand elle reçoit un petit peu le canal cystique, elle prend le nom de cholédoque. Et ce cholédoque, il a une terminaison commune avec donc le virsong dans le D2, dans la face interne des D2, formant ce qu'on appelle la porte. Ou un petit peu un autre schéma, pratiquement aussi, montrant ce carrefour bilio-pancréatique. Alors, sur le plan, donc, quelques chiffres, donc on va vous donner. Donc, c'est une tumeur qui est très rare, elle va donc elle ne dépasse pas 5% des tumeurs digestives et environ, pratiquement, elle représente 20% des cancers de la voie biliaire extra-hépatique. Donc, elle se voit généralement entre l'âge de 50 à 70 ans avec une prédominance, bien sûr, masculine. Donc, elle se voit, bien sûr, s'il y a des populations qu'on appelle des populations à risque, des facteurs des populations à risque, donc le tabagique, donc les malades qui ont subi une cholécystectomie ou les malades présentant des malformations biliopancréatiques à type de biliopancréatique, d'accord, des malformations progénitales. Donc d'autres groupes à risque, comme la PAF, donc le polyadénome familial, donc on trouve généralement, c'est des sujets à risque de développer ces tumeurs-là, ces ampélomes, ou ces tumeurs pérambulaires, et aussi le syndrome de Gardner, la neurofibromatose de type 1, type Recklinghausen. Ça, les sujets à risque. Pardon.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans plus de 90% des cas, sont des tumeurs malignes, d'origine épithéliale, donc représentées par des adénocarcinomes, développés à partir de l'épithélium biliaire ou pancréatique. Macroscopiquement, on distingue donc deux types de tumeurs. Il y a des tumeurs qu'on appelle les tumeurs exo-ampulaires qui se développent à l'intérieur du bilium, qui représentent pratiquement plus de 2 tiers des cas. Et ils peuvent être ulcérovégétants ou de façon, où il peut avoir les deux aspects, soit un aspect végétant, soit un aspect infiltrant. Soit, deuxième cas de figure, donc c'est les tumeurs à développement intra-ampulaire, donc endo-ampulaire ou endocanalaire, qui représentent pratiquement un tiers des cas. Et généralement, quand on fait une latéroscopie ou une fibroscopie, donc généralement la papille, donc elle la trouve macroscopiquement normale. Macroscopique parce que le développement, parce qu'il s'agit d'un développement intra-ampulaire. On ne peut pas l'avoir. Intérêt d'autres examens paracliniques pour avancer dans votre diagnostic. Et donc, j'ai dit pratiquement dans 90%, dans 85-90% des cas, sont des adénocarcinomes, des adénocarcinomes. Et dans les restes, ils peuvent être soit des carcinomes hyperthyroïdes, soit des carcinomes indifférenciés, anaplasiques, ou d'autres tumeurs comme les sarcomes ou les sarcomes hémicéphréraires. Ils sont très rares. Aussi, j'ai dit donc, ce ne sont des tumeurs bénignes, malignes ou des tumeurs. Mais très rarement, il peut y avoir des tumeurs, peut-être des 6 ampélomes là, peut-être des tumeurs bénignes. Donc, ce sont très rares. C'est des tumeurs épithéliales hyperplasiques, soit un papillon, soit un adénome, soit des tumeurs huileuses. Voilà macroscopiquement ce qu'on peut voir un petit peu à la fibroscopie, d'accord? Première cas de figure, donc l'ampélome de forme végétante, c'est une forme végétante. Ils peuvent être donc une forme d'hyprémie, ulcérée, infiltrée. Là, ça c'est après une résection endoscopique, d'accord? Ça c'est après une résection. Donc, la classification qu'on peut utiliser, communément utilisée, c'est la classification type NM, d'accord? Après avoir posé le diagnostic, il y a une classification qui peut. Les tumeurs, ils sont classés ainsi, donc, selon la classification TNM, donc la tumeur, donc, vous voyez un petit peu que la tumeur, donc, en fonction du siège de la localisation de la tumeur, en fonction du siège, donc les tumeurs dans le T1, c'est un carcinome in situ. Dans le T1, donc les tumeurs qui peuvent être limitées juste à l'ampoule de Vater ou au sphincter doté, ils ne dépassent pas la paroi abdominale, et jusqu'au T4, où la tumeur peut envoyer, elle peut avoir plus de 2 cm, et elle passe dans le pancréas. Elle peut envoyer aussi même les organes adjacents, des organes de voisinage. Donc, ils peuvent être classés bien sûr selon l'envahissement ganglionnaire aussi. Dans le 1-0, il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire. Dans le 1A, il y a des métastases ganglionnaires régionales ou à distance. Aussi, il y a une classification selon pronostic. C'est une classification macroscopique aussi, anatomopathologique, c'est une classification pronostique. Un petit peu, qu'on voyait dans les stades 1, il s'agit d'une tumeur végétante, intradubulante, non infiltrante, et dans 80% des cas, donc la survie peut être à 5 ans, ou dans le stade 2, c'est une tumeur infiltrante, qui infiltre la sous-muqueuse, et la survie à 40 ans, donc à 5 ans, elle est de 40%. Plus on avance dans l'envahissement, plus le pronostic est, pour voir un petit peu que le pronostic est réservé. Ça, c'est une classification pronostique, une classification anatomopathologique, une classification de Martin qu'on a fait. Alors, cliniquement, comment va s'exprimer comment va s'exprimer cette tumeur des ampélomes vatériens. Donc, j'ai dit, donc, il y a 2 cas de figure, soit que des tumeurs, donc, des patients peuvent être asymptomatiques, d'accord, la découverte peut être carrément fortuite. Vous faites une fibroscopie pour une autre pathologie, vous faites une endoscopie pour une autre pathologie, par exemple pour un ulcère, donc vous tombez fortuitement sur une tumeur ampulaire, là vous faites une biopsie et là vous avez votre diagnostic. Soit que la découverte
soit que c'est un malade, on a parlé tout à l'heure des malades à risque. Quels sont les malades à risque? Les malades qui sont porteurs donc, de PAF ou la maladie des neurofibromatoses. Donc, systématiquement, si chez ces malades-là, il faut faire systématiquement, bien sûr, fibroscopie de dépistage. Donc, à la recherche d'ampélons, parce que c'est aussi des malades sujets à faire des ampélons bactériens. D'accord? C'est des malades à risque chez lesquels il faut chercher un petit peu systématiquement, bien sûr, ces ampélons bactériens. Et c'est des malades, ce qu'on appelle des malades, même si le malade il est à risque, pardon, il est asymptomatique, pardon, même s'il est asymptomatique, il faut aller faire une fibroscopie systématiquement, bien sûr, selon un intervalle de temps bien particulier. J'ai dit deuxième cas de figure, soit le malade, votre malade, il est symptomatique. Symptomatique, le maître symptôme, c'est l'ictère, bien sûr, deuxième cas de figure. C'est un ictère donc, de type cholestatique. Donc, c'est un ictère souvent d'apparition progressive qui va en augmentant d'intensité jusqu'à aller, donc c'est une douleur, plus une fièvre, donc de type cholestatique. Et si généralement, ça donne ce qu'on appelle un ictère nu, sans fièvre et sans douleur. C'est un ictère nu, généralement. Soit qu'on peut avoir un ictère avec un prérugie, avec un tableau carrément d'angiocolite, avec l'ictère. Soit carrément, on peut avoir, c'est un malade symptomatique, soit on peut avoir carrément un tableau de pancréatite. Donc, l'ambulance bactérien peut s'exprimer sous forme de pancréatite, qui en faisant bien sûr une fibroscopie à la recherche d'une étiologie, de la une étiologie. Donc, on tombe sur, bien sûr, sur cette ambulance bactérienne. Soit que votre malade fera un syndrome, donc il a une asthénie, un amaigrissement, une diarrhée graisseuse inexpliquée. C'est là, en faisant notre exploration, que, d'accord, bien sûr, qu'on pose notre diagnostic. Soit que votre malade troisième, il peut faire, donc il peut s'exprimer, ça peut s'exprimer par une hémorragie digestive sous forme d'hématémèse ou de méléna. Il faut savoir que la triade classique d'ictère fébrile, ou avec une vésicule palpable, le méléna, c'est une triade, donc cette triade est exceptionnellement présente au moment du diagnostic. Ça, donc vous retenez qu'à cas de figure, c'est des malades soit qui sont asymptomatiques, d'accord, soit qui est un malade, donc c'est l'ictère, votre tableau peut s'exprimer par un ictère qui est de type cholestatique et en faisant votre exploration que vous aurez votre diagnostic. Alors, quel est le premier examen qu'il faut faire? Bien sûr, c'est un examen biologique pour faire la part des choses. Il s'agit d'un ictère cholestatique ou un ictère non cholestatique, c'est-à-dire un ictère médical. Donc, il faut faire la part des choses. Généralement, on demande un bilan hépatique. Généralement, dans le bilan hépatique, quand il s'agit d'un ictère cholestatique, c'est un syndrome de cholestase avec une hyperbilirubinémie à prédominance généralement conjuguée, avec une élévation de la phosphatase alcaline, du gamma-GT, une élévation des enzymes pancréatiques, soit généralement avec, bien sûr, peut être associé ou isolé, peut être associé carrément à un syndrome anémique, férripré, carentiel, ou avec un syndrome inflammatoire. Alors, quel est le deuxième examen? Le premier examen qu'il faut faire, paramorphologique qu'il faut faire, donc généralement, c'est une échographie. Donc, j'ai parlé ici de la diagnoscopie, mais quand même, c'est un examen je l'ai oublié de le signaler. Donc, il faut commencer toujours par une échographie. Une échographie pour savoir un petit peu, par une fibroscopie, j'ai parlé, c'est l'échographie auquel il faut demander. Le premier examen qu'il faut faire, c'est un examen échographie, c'est l'échographie qu'il faut faire devant un ictère. Mais ici, j'ai parlé surtout pour l'intérêt, surtout pour son intérêt diagnostique. Alors, généralement, le diagnostic est posé par une fibroscopie digestive haute ou latéroscopie. Mais le premier examen, je vous dis pour vous, en tant que praticien, le premier examen auquel il faut faire devant un ictère, c'est une échographie. C'est une échographie, puis un scanner, puis. Mais le diagnostic, donc moi je parle des examens diagnostiques. Le diagnostic, c'est la diagnoscopie ou la fibroscopie haute, d'accord? Généralement, on peut avoir un aspect, donc c'est une tumeur, elle peut être exo-ampulaire. Quand elle est exo-ampulaire, là, on peut faire carrément des biopsies pour voir son aspect comme au niveau journal. Il peut être ischio-bourgeonnant ou infiltrant ou ulcéré, auquel des cas il faut faire des biopsies là pour avoir votre diagnostic.
Deuxième examen qui est paraclinique qu'il faut faire, c'est la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. C'est une opacification, c'est une image couplée. Elle a un intérêt pour le diagnostic et pour l'opacification, généralement. On fait une opacification et on fait une fibroscopie associée à une opacification. D'accord. Elle a un intérêt diagnostique et elle a un intérêt aussi, parfois, un intérêt thérapeutique. La CPRE, donc dans la CPRE, quand vous faites une CPRE, vous injectez dans votre produit de contraste. Quand il s'agit d'une tumeur endoampulaire qui se développe dans l'ampoule de Vater, vous allez avoir une image, on va assister à une image de soustraction avec une sténose juxtapapillaire dans les ambulaires principales. Et alors, l'icondoscopie, c'est le meilleur examen. C'est l'examen de choix. C'est la méthode de choix pour l'évaluation, pour faire le diagnostic, pour poser le diagnostic de certitude, d'accord, et aussi pour faire un bilan d'extension. Elle peut même voir, elle peut détecter même les tumeurs qui sont strictement inférieures à 1 cm, soit qui peut échapper parfois même au scanner, peuvent échapper même à l'IRM. D'accord. Ça, c'est l'examen. Il faut retenir que l'examen de choix, c'est l'écho-endoscopie. C'est l'écho-endoscopie qui pose le diagnostic. Et vous allez remarquer, donc voilà, là, on a une classification japonaise. Classification, je vais vous la donner. Voilà, une classification qui s'appelle écho-endoscopie. دكتور الصوت ما نسمعوش مليح. Pardon? ما نسمعوش مليح. Je vous entends très très mal, mademoiselle. ما نسمعوش مليح le son. Ah, le son. Je parle de l'écho-endoscopie. Vous savez, il y a un petit problème de connexion. Je vous entends très très mal aussi. Est-ce que vous m'entendez? Comme ça, oui. Pardon? Maintenant, oui. Est-ce que vous voyez les images là? Est-ce que vous voyez les data show? Oui. Parfait. Et je suis en train de parler, j'ai parlé de diagnostic, des examens paracliniques qui peuvent utiliser le diagnostic. J'ai dit devant tout ictère, même si je vous parle ici, par exemple, de l'examen, j'ai commencé par la fibroscopie, la cholangio, mais je vous dis pour vous, externes, pour vous, futurs généralistes ou praticiens, le premier examen auquel il faut passer devant un ictère, on ne fait pas d'emblée une latéroscopie ou une fibroscopie, il faut toujours commencer par une échographie. C'est bon? Il faut toujours commencer par une échographie. Mais moi ici, je vous parle, j'ai commencé par la fibroscopie à visite diagnostique. D'accord? Mais pour un ictère, il faut toujours demander, il faut commencer toujours par une fibroscopie, plutôt par une échographie. On ne commence pas par une fibroscopie. D'accord? On commence toujours par une échographie. C'est l'échographie qui va nous montrer la dilatation. Même on peut avoir, même si on peut pas, même l'échographie ne peut pas poser des diagnostics de certitude, elle vous donne des signes indirects. Elle vous donne des signes une dilatation de la voie biliaire intrahépatique, extrahépatique, auquel cas on peut même trouver une métastase hépatique, auquel elle peut vous donner une lésion associée, un bilan d'extension. Mais j'ai parlé en premier de la latéroscopie, de la fibroscopie. C'est un examen paraclinique à visite diagnostique. D'accord? C'est le premier examen latéroscopique, mais le premier examen qu'il faut demander devant un ictère pour vous, pour être pratique. D'accord? C'est l'échographie. Mais celui-là, il vous pose le diagnostic parce qu'il va faire une biopsie. Tu ne peux pas parler d'empélant vatère, tu ne peux pas parler de tumeur pérampillaire si tu n'as pas une biopsie. D'accord? Si le diagnostic il est histologique. C'est la NAPAT qui vous pose le diagnostic. D'accord? Alors, la latéroscopie et la fibroscopie digestive haute, puis j'ai parlé de la CPRE, j'ai dit qu'on peut avoir deux images de petites tumeurs, deux images. On fait un examen direct par la latéroscopie visuelle, puis on injecte un produit de contraste dans la voie biliaire principale, dans le versant en commun, et on va voir si vous avez une tumeur qui se développe dans l'ampoule de Vater, à l'intérieur, intra-ampulaire. On va assister à ce qu'on appelle, on va avoir des images de soustraction. C'est une tumeur intra-ampulaire. Ça vous permet aussi de poser le diagnostic, de faire des biopsies, de faire un brossage, de faire un diagnostic histologique, la CPRE, d'accord? Elle vous donne un examen. Et cette CPRE aussi, elle a un diagnostic, elle a un intérêt thérapeutique. Si vous avez une obstruction, une rétention biliaire, on peut se permettre carrément de faire un drainage biliaire par cette CPRE. Mais j'ai dit donc l'échoendoscopie. ما الحال نتغدى دوك العاده. Pardon?
C'est l'échondoscopie qui est le meilleur examen, c'est le examen de choix, le meilleur examen, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit pour l'évaluation, pour l'extension locale, loco-régionale et à distance. C'est l'idéal. Surtout pour l'envahissement ganglionnaire, pour l'envahissement pariétal, pour l'envahissement. Parce que c'est l'écho-endoscopie qui va nous dicter, qui nous donne cette classification japonaise. Vous remarquez, dans le grade 1, c'est une tumeur limitée T1, donc T2, ça s'appelle D0. Donc, limitée au sphincter d'OD. Quand vous avez une tumeur limitée au sphincter d'OD, la technique n'est pas la même. D'accord? Quand elle est toujours dans la sous-muqueuse, c'est toujours la même. On peut faire ce qu'on appelle une résection locale. Une empilectomie, au lieu de faire carrément une résection étendue, emportant tout le carrefour bilio-pancréatique, on va faire juste une résection locale. Donc, de cette ampoule de Vater. D'accord? Si cette classification, il n'y a que l'échondoscopie qui va nous donner cette classification. Elle a un intérêt, bien sûr, dans le diagnostic et surtout, elle a pour les indications thérapeutiques aussi. Et vous remarquez que dans la tumeur, par exemple, dans le grade 3, quand la tumeur elle dépasse la muscularis propria, là, on sera obligé de faire une résection étendue. Quand on fait une résection locale de ce carrefour, on est obligé d'enlever ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle une DPC, une didionopancréatectomie céphalique. On ne sera pas limité à l'ampoule de Vater pour être carcinologique, parce que le traitement, il faut savoir que le traitement de l'ampoule de Vater, il est chirurgical, il n'y a pas de traitement médical. Il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a pas de chimiothérapie. La chimiothérapie, elle est là pour apporter, elle a titre palliatif. D'accord? La chimiothérapie, elle est à titre palliatif. Le traitement radical de l'ampoule de Vater ou de la tumeur périampulaire, c'est un traitement chirurgical. Et vous voyez un petit peu que cette endoscopie qui nous pose le diagnostic, c'est elle qui va nous dicter notre conduite thérapeutique. D'accord? Vous avez compris? Vous comprenez? Oui? Oui. Voilà. Oui, mais... Les autres examens, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'examen radiologique, j'ai parlé de l'écho. Est-ce que vous m'entendez? Vous dites oui ou non? Oui? Oui, on entend, monsieur. On vous entend. Parfait. Très bien. Vous avez compris pour l'échondoscopie. Je passe maintenant à l'autre examen. C'est l'échographie abdominale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un examen de première intention devant un ictère colostatique. On ne demande pas une latéroscopie. Ici, vous remarquez que j'ai commencé par la latéroscopie, la CPRE, j'ai parlé de l'écho-endoscopie et j'ai parlé en quatrième position de l'écho-endoscopie. Mais par contre, j'ai dit ça, j'ai parlé des examens paracliniques à visite diagnostique. J'ai commencé par les examens, vous avez compris, vous comprenez. Mais le premier examen auquel il faut penser, qu'il faut demander devant tout un ictère cholestatique, c'est l'échographie. On commence toujours par l'échographie, puis l'écho de scanner, parfois c'est la biliaire ou l'IRM, biliaire, c'est ça, commence. Mais ça, c'est à visite diagnostique. Quand même, vous avez compris. Juste pour le raisonnement, pour votre raisonnement. Alors, l'échographie, bien sûr, c'est le premier examen de première intention devant tout votre ictère. Il ne pose pas le diagnostic de certitude, mais il peut nous donner des signes indirects. Quels sont les signes indirects? C'est la dilatation. Quand il y a une tumeur au niveau du carrefour bilio-pancréatique, on a assisté à une rétention bilio-pancréatique. Et auquel cas, on va assister à une dilatation qui va s'exprimer cliniquement par un ictère. D'accord? Donc, rétention, on va assister à une biliaire. Donc, il va confirmer la dilatation de la voie biliaire principale, extra-hépatique et intra-hépatique. S'il y a une métastase qu'il faut rechercher, il peut voir une métastase. S'il y a une carcinose qu'il faut rechercher, il peut l'avoir. L'échographie, on peut l'avoir. Une carcinose dans le cadre de bilan d'extension, bien tout à fait normal. D'accord. Alors, le scanner, bien sûr, on passe à l'IRM et le scanner. Le scanner sont également insuffisants pour le staging local. Le meilleur examen pour le staging local, c'est-à-dire l'extension de la tumeur, si j'ai dit tout à l'heure, c'est l'écho-endoscopie qui va vous donner un bon staging, c'est-à-dire le degré d'infiltration de la tumeur, d'accord? C'est le meilleur examen, d'accord? C'est le meilleur examen, c'est l'écho-endoscopie, d'accord? L'UTOGD demande exceptionnellement, vous avez une compression, une dilatation, peut-être une compression un envahissement total du nombre, une compression extrinsèque. Là, le UTOGD, il demande exceptionnellement, mais on peut le demander. On peut le demander à titre
juste pour que si vous avez d'autres signes, une compression, des vomissements et tout, on le demande. Mais on ne le demande pas systématiquement anti-OGD. D'accord? OK. D'autres recherches, bien sûr, il faut rechercher dans le cadre, bien sûr, on recherche une lithiase biliaire, recherche de pathologies associées. Allô, vous m'entendez? Il y a des coupures. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, Oui, docteur. on vous entend. Ah, très bien, parfait. Mais je croyais parce qu'il y a une coupure. Parce que devant moi, je ne vois rien là. Très bien. Alors, je passe. Donc, après examen, donc les examens paracliniques, j'ai dit donc la classification. Ah, voilà, c'est la classification endoscopique, d'accord? C'est la classification endoscopique, ico-endoscopique, pardon, c'est la classification japonaise. Vous voyez un petit peu là, le D1, donc elle dépasse, donc elle est au niveau de sphincter. Là, le D2, donc, elle ne dépasse pas la sous-muqueuse. Et là, le D1, pardon, ne dépasse pas la musculeuse. Mais par contre, ici, on voit qu'on atteint la musculeuse et on atteint la musculeuse quand votre tumeur dépasse la sous-muqueuse, la muscularis mucosis, et elle atteint la musculeuse. Là, on sera obligé de faire carrément une résection de toute cette région-là, auquel des cas, on sera obligé de faire carrément une DPC. D'accord? Ça, c'est les critères de malignité. Quand on voit une tumeur, donc si sur le endoscopie, il y a des critères, ce qu'on appelle les critères de malignité. Quand le radiologue vous répond qu'il s'agit d'une lésion hypoécogène, ça signifie qu'il s'agit d'une tumeur vraiment maligne. Parce qu'on a dit, les tumeurs lompylomatoires, c'est des tumeurs bénignes ou malignes. D'accord? Généralement, c'est vrai, c'est des tumeurs qui sont plus de 90%, c'est des tumeurs malignes, mais voilà, c'est des critères de malignité qu'on peut avoir sur notre endoscopie, un bourgeon intracolidocien, un envahissement pancréatique. L'envahissement pancréatique ne peut se voir que dans la malignité. Ça, c'est la classification japonaise. Bien sûr, donc vous avez votre diagnostic, vous avez puis votre échographie, vous avez puis la fibroscopie digestive haute. Si la tumeur elle est intra-ampulaire, plutôt extra, ou les biopsies, où vous avez votre diagnostic, vous allez faire votre bilan d'extension. Vous opérez votre malade. On opère quand il y a une tumeur, on opère. Avant d'opérer notre malade, c'est classique pour toutes les tumeurs, que ce soit le pancréas, cancer de la voie biliaire principale, cancer. Il faut toujours faire ce qu'on appelle un bilan d'extension de la maladie. D'accord? On fait un bilan d'extension de la maladie. Il faut savoir que le bilan d'extension, il est clinique, il est morphologique, d'accord? Local, loco-régional et à distance. Il faut rechercher bien sûr l'envahissement dedans. Donc pour l'envahissement, le meilleur examen, on l'a dit tout à l'heure, la sensibilité, donc c'est l'écho-endoscopie. Il y a une sensibilité supérieure à celle de l'échographie, à la TDM et même à l'IRM. D'accord? OK. Le meilleur, on fait le bilan d'extension à l'échographie, au scanner et à l'écho-endoscopie. Elle va nous permettre de nous donner une idée sur l'infiltration de la paroi, les différentes couches de l'ampoule, et bien sûr l'envahissement ganglionnaire, c'est très important. C'est très important pour le pronostic aussi, pour le pronostic, pour le traitement. L'envahissement ganglionnaire, c'est très important. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu que l'échondoscopie, elle a une spécificité, une sensibilité meilleure que l'échographie, que la TDM, que la biliaire. D'accord? Le bilan d'extension, donc, il est local et les cliniques aussi, il faut rechercher une ganglionotroisie, il faut rechercher bien sûr à l'examen clinique une acide, un nodule de carcinose, une hépatomégalie, une hépatalgie, donc qui peut signifier bien sûr un envahissement ganglionnaire ou une métastase hépatique, une acide qui peut signifier une carcinose péritoniale, d'accord? À l'échographie, au scanner et à l'échondoscopie, d'accord? Vous faites compte votre bilan d'extension, puis vous opérez votre malade. Vous opérez votre malade, quand vous opérez, après un bilan qu'on appelle pré-thérapeutique. Bien sûr, il faut préparer une préparation locale, préparation générale, préparation traitement avant de traiter votre malade. D'accord? Donc, on fait un bilan. Donc, après le diagnostic, on fait un bilan d'extension de la maladie. D'accord? Bilan d'extension locale, loco-régional et à distance. D'accord? On l'a fait, c'est le bilan d'extension. Puis, il y a un bilan d'opérabilité. Votre malade, vous jugez votre malade, donc vous jugez son opérabilité. L'examen, bien sûr, vous faites un examen unico-cœur, une échographie, une exploration cardiaque, pulmonaire, rénale. Vous y voyez toutes les fonctions vitales, avant d'opérer votre malade. Bien sûr, le plan, donc le bilan nutritionnel, c'est très important, bien sûr, pour le malade, sachant que votre malade va subir une grande intervention, probablement, parce qu'il va subir une résection, soit carrément une grande intervention, soit une DPC, soit carrément une résection régionale.
local, ampulaire. D'accord. Alors, le traitement, on passe au traitement, bien sûr, après avoir préparé votre malade. Le traitement, il est essentiellement, je l'ai dit, pour l'empélon bactérien, pour les tumeurs pérampulaires, il est essentiellement chirurgical. Il n'y a pas de traitement médical. Le traitement radical, il est chirurgical. D'accord. Il n'y a pas de traitement médical. L'oncologie, donc la chimiothérapie ou autre, donc, sont là juste pour apporter à titre palliatif ou complémentaire, peut-être complémentaire ou palliatif. Donc, tendance bien sûr à l'exuration curative du fait des récents. Donc, il faut savoir que donc, il y a deux méthodes. Il y a la méthode curative, bien sûr, et la méthode, donc, les traitements, il peut être curateur comme il peut être palliatif. Je l'ai dit tout à l'heure. Le traitement curateur, il faut savoir que j'ai dit tout à l'heure, en fonction de bilan d'extension, surtout l'extension, et j'ai dit donc, j'ai insisté sur l'apport indéniable de la l'échondoscopie qui peut être donc, qui pose le diagnostic et qui pose les indications opératoires aussi. Il va un petit peu reposer, donc le traitement, on peut faire ce qu'on appelle une empilectomie endoscopique. On peut même pas intervenir chirurgicalement. On peut faire ce qu'on appelle une empilectomie par voie endoscopique. On peut faire une résection endoscopique de l'ampoule de Vater, bien sûr. Et donc, il peut être indiqué, bien sûr, quand votre adénocarcinome il est intramuqueux. N'ayant pas franchi la muscularis mycosée. N'ayant pas franchi cette muscularis mycosée, ici, l'écho-endoscopique, il va vous donner ça. Ni le sphincter d'Oddi. Si votre sphincter d'Oddi n'est pas infiltré, s'il n'est pas envoyé, pardon, et si votre tumeur n'envoie pas la muscularis mycosée, donc c'est une résection qui peut se faire par voie endoscopique. D'accord? Ou quand il s'agit par exemple, aussi, par exemple, d'un adénome, quand il s'agit d'une tumeur bénigne ici, ou dans le cas, d'accord, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle une empilectomie par voie endoscopique. D'accord? Donc, c'est une résection, bien sûr, et c'est une résection en monobloc par ce qu'on appelle une once diathermique. D'accord? Donc, il faut opérer, bien sûr, par l'échondoscopie, par le gastroentérologue. Si le gastroentérologue, ce n'est même pas le chirurgien qui va le faire. D'accord? C'est une résection endoscopique par un gastroentérologue qui peut la faire. D'accord? Et on peut faire un geste, on peut associer un geste complémentaire, bien sûr, un geste, donc on peut faire ce qu'on appelle une distraction thermique au laser, au placement argan, par une phytothérapie qui peut être associée palliative, et peut être complémentaire au geste qu'on a fait déjà par voie endoscopique. Ça, retenez la première méthode thérapeutique, c'est l'empilectomie endoscopique. D'accord? Endoscopique. D'accord? Voilà, ça c'est son indication. J'ai dit l'empilectomie endoscopique, elle peut se faire, c'est là le traitement de référence de l'empélome quand il est bénin, ou quand même il est malin, mais elle n'envoie pas, elle ne dépasse pas la sous-muqueuse. D'accord? Je l'ai dit, si, d'accord? Ça c'est l'écho-endoscopie qui vous dit ça. L'empilectomie, elle peut être aussi chirurgicale. Donc j'en ai parlé de l'empilectomie endoscopique, faite par le gastroentérologue, d'accord? On peut se permettre de faire une empilectomie chirurgicale si on n'a pas les moyens. Faute de moyens, on n'a pas ce plateau technique, l'endoscopie, donc la résection endoscopique, on peut faire ce qu'on appelle, c'est le chirurgien ici, c'est une empilectomie chirurgicale. Bien sûr, c'est toujours la même indication. L'indication, elle est indiquée, donc elle ne peut être indiquée que, donc bien sûr, sur la tumeur, elle est donc classée U 1-1-1-0, donc sans envahissement ganglionnaire, bien sûr, c'est tout à fait normal, et elle ne dépasse. Ça, c'est l'indication de voilà, très bien, voilà, c'est ça. C'est ça l'indication. Donc, si votre tumeur n'a pas franchi la muscularis mycosée et elle n'envoie pas votre sphincter doré, donc on peut se permettre de la faire une empilectomie par endoscopique, faute de moyens, on fait ce qu'on appelle une empilectomie, d'accord? Donc, chirurgicale. Sinon, si votre tumeur dépasse la sous-muqueuse, bien sûr, si votre tumeur envahit la sous-muqueuse, on ne va pas rentrer dans les détails pour vous externes, d'accord, pour vous futurs généralistes. Donc, je vous donne les principes, d'accord? Retenus. Donc, il y a une classification endoscopique. C'est cette classification endoscopique qui vous pose l'indication. Si votre tumeur, donc, elle est là, il y a des indications, on peut se permettre
de faire ce qu'on appelle une empilectomie endoscopique. Si vous avez c'est encore mieux. Si vous n'avez pas ce plateau technique, on peut faire l'empilectomie, elle peut être chirurgicale et elle peut être aussi radicale. Si votre tumeur, bien sûr, elle envoie la muqueuse, la sous-muqueuse, pardon, elle dépasse la sous-muqueuse et elle envoie votre. Donc, vous serez obligé de faire ce qu'on appelle une duodénopancréatectomie céphalique. D'accord? Voilà.